rappelle que si vous voulez en savoir davantage sur ce qui s'est passé ce jour-là, le 18 mars 1977, eh bien, lisez le livre d'Apollinaire Ngolo Ngolo. Voilà. Avant de passer la parole à Lucien Pambou, alors je vais faire une annonce. C'est un avis de messe, le 22 mars 1977, 22 mars 2016, 39e anniversaire. L'association cardinale Émile Biayenda France invite la communauté chrétienne congolaise et les amis du Congo-Brazzaville à une messe de suffrage pour le cardinal Émile Biayenda le dimanche 3 avril 2016 à 15h en l'église Sainte-Claire. Donc pour les informations, vous appelez le 06 62 93 44 84. 06 62 93 44 84. Je vais demander à M. Lucien Pambou, chroniqueur politique et élu, de venir lui également nous parler de sa thématique « Incertitude du contexte politique congolais et mort de Marien Ngouabi ». Je pense que je vais essayer d'être assez explicite pour que vous m'entendiez. D'abord, merci Eugénie. Je voudrais remercier aussi M. Richard Miayoukou, pardon. Miayoukou, effectivement, et mon ami qui m'a précédé, effectivement, Apollinaire. Alors, pourquoi je les remercie? Je les remercie parce que ils ont, en fait, d'abord, pensé effectivement à réfléchir sur le devoir de mémoire de Marien Ngouabi. C'est quelque chose qui est absolument extraordinaire et important, parce que Marien Ngouabi a joué un rôle très, très important. Je le remercie aussi en atténuant, en fait, ses propos quand il a dit ici, et je vais essayer de le démontrer, que finalement la variable ethnique ou régionale ne joue pas un rôle très important dans la violence politique. Je pense le contraire, et je vais essayer de le démontrer. Pour revenir sur ce qu'a dit mon ami Apollinaire, bon, je pense que par rapport à moi, lui, il a fait un travail d'historien, un travail d'investigation relativement très précis, avec des éléments de démonstration historique et politique. Alors, finalement, quelle est ma contribution? Je n'ai pas la prétention ici de refaire l'histoire politique du Congo que vous connaissez tous. Je n'ai pas ici la prétention de dire, en effet, qui a tué Marien Ngouabi. Mais, en revanche, je peux effectivement, alors bien sûr, sur la base d'un travail de réflexion, planter le décor sur l'analyse, en fait, du système politique de l'époque, des rapports, en fait, entre les acteurs politiques de l'époque, du contexte politique de l'époque, pour voir comment ce contexte politique-là, premièrement, a engendré de la violence politique qui a entraîné la mort de Marien Ngouabi, ça ce sera le premier fait, et pourquoi cette violence politique qui est intrinsèque à notre système politique continue aujourd'hui. Et pourquoi on n'arrive pas à en sortir, malgré les déclarations, malgré effectivement les embrassades, malgré les conférences nationales, malgré lavement ou les lavages de mains comme vous voulez. Donc, c'est un élément de réflexion important. Donc, si vous voulez, mon exposé se fera en deux temps. Alors, le premier temps, qui est le temps, si vous voulez, de la présentation, rapidement, je ne vais pas vous ennuyer avec ça, puisque vous le savez, de ce que j'ai appelé l'incertitude. L'incertitude sur quoi? Dans tout système politique, l'incertitude peut porter à la fois sur les structures et sur les hommes. Or, dans la période qui nous concerne, celle qui concerne Marien Ngouabi quand il arrive aux affaires aux côtés de Massamba Deba, donc de 66 jusqu'à effectivement sa mort en 77. On voit quoi? On voit d'abord que, en effet, le président Massamba Deba, tout le monde, vous le savez, crée le MNR en 1964. Cette création du MNR est ici une sorte de ressuscité, une résultante de ce qu'il a appelé, lui, en fait, la conception d'un système politique qui, en fait, allait valoriser, j'allais dire, un socialisme tropical, d'accord, un socialisme tropical copié sur le modèle chinois. Bien. Ce socialisme tropical s'entoure de quoi? Il s'entoure d'une organisation civile, premièrement, relativement militarisée, une défense civile, et cette défense civile avait comme prétention de mettre à l'écart les FAC, les forces armées congolaises, dont Marien Ngouabi était l'un des acteurs
assez important. Bon, il avait fait ses études à Brazzaville, ensuite il est allé à Strasbourg pour continuer sa formation, là où il a rencontré un certain nombre d'acteurs politiques que vous connaissez tous, Alfred Raoul, Joachim Yombi Opango. Quand il rentre, alors, la procédure, en fait, de Massamba Déba, c'est de dire, en effet, bon, nous allons établir une sorte de hiérarchie. Hiérarchie au niveau, effectivement, du fonctionnement du système politique. À la fois, dans la création de ces MNR, on va créer une armée populaire nationale. De cette armée populaire nationale, on aura effectivement un commandement civil qui va coiffer le commandement militaire. C'est qui avait l'heure de ne pas plaire, bien entendu, à M. Marien Ngouabi. Bien, cette façon de faire de Marien Ngouabi, de Massamba Déba qui a été refusé par Marien Ngouabi, a entraîné le fait que bon, le président Massamba Déba a été obligé de le rétrograder, effectivement, en disant, bon, bah écoutez, vous êtes devenu un soldat de première classe et vous allez être affecté à Pointe-Noire. Il avait refusé. Et ce refus a entraîné, effectivement, un certain nombre de, je vais la dire, de crispations. Ces crispations vont continuer, je ne veux pas revenir sur les dates précises, vont continuer tout au long du rapport entre les deux hommes. À tel point qu'à un moment donné, Marien Ngouabi avait été emprisonné. Ensuite, le commando parachutiste auquel il appartenait est allé le délivrer. Et cette délivrance a fait apparaître Marien Ngouabi comme quelqu'un qui n'avait pas peur, comme quelqu'un qui était relativement fort. Bien. C'est là où je reviens, M. Alexis. Dans d'une des incarcérations, effectivement, comment dirais-je, la vista politique de Marien Ngouabi a été, en même temps, de délivrer qui? De délivrer, effectivement, Kiganga et Mouzabakani. En les délivrant, en effet, le président Marien Ngouabi s'attirait les faveurs d'un certain nombre de gens du pôle, ceux qui n'avaient pas l'heure de plaire à Massamba Déba. Et donc, d'une certaine manière, de façon très subtile, il a réussi à opposer les Bakongo et les Lari. Alors évidemment, je sais très bien que cette façon de faire, cette façon de présenter les éléments peuvent être effectivement discutés, mais on verra très bien que c'est parce qu'à un moment donné, il voudra remettre le pouvoir à quelqu'un qui l'avait maltraité, c'est-à-dire Massamba Déba, que les autres ont ourdi un complot contre lui. Donc la variable régionale et ethnique est bien une variable importante. C'était une réponse que je voulais donner à monsieur, effectivement, Alexis. Si on va beaucoup plus loin, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les rapports entre Massamba Déba et le président Ngouabi ont été des rapports relativement tendus. Ces rapports tendus ont amené, effectivement, le départ de monsieur le président Massamba Déba, effectivement, a quitté le pouvoir, disons qu'il a laissé le pouvoir vacant au mois d'août. À ce pouvoir vacant, qu'a fait effectivement le commandement militaire? C'est de mettre M. Serge Poignet, le lieutenant Poignet, effectivement, à la tête de l'État. Marien Ngouabi, dans sa mansuétude, ou plutôt dans le fait, on peut le dire aujourd'hui, c'était quelqu'un qui travaillait réellement pour son peuple, a demandé au président de la République, Massamba Déba, de revenir. Et le fait que le président Massamba Déba revienne à ce moment-là, bon, qu'est-ce qui se passe? Quelque part, le président Ngouabi prend acte de cela, mais renforce sa position au sein de quoi? Au sein des rapports et au sein du système politique. Le 16 août, la création du CNR va complètement avoir deux conséquences majeures qui continuent aujourd'hui. La première conséquence majeure, c'est qu'on reconnaît que finalement la Constitution de 1963, eh ben, ça ne tient pas la route. Et que le seul qui compte, c'est le rapport de force. Ce rapport de force, et ça valide la thèse de Marien Ngouabi quand il dit devant un parterre effectivement des femmes de l'URFC que le pouvoir ne se donne pas, il s'arrache. Et donc, le président Ngouabi introduit, sans le savoir, une variable effectivement militaire dans la gestion et dans l'organisation du pouvoir politique. Ça, c'est un premier point, à mon avis. C'est de là que partent tous les errements constitutionnels que nous rencontrons aujourd'hui. Alors, je ne suis pas historien. Je demande à mes amis historiens d'approfondir ces éléments-là, parce que tant qu'on ne les approfondira pas, on restera, ce que j'appellerais, dans l'émotion, dans l'empathie, dans les faits nouveaux, alors que toute l'histoire politique congolaise est structurée. Donc, premier fait. Deuxième fait,
qui est important du CNR, c'est que on va arriver très vite à quoi? À une militarisation progressive du pouvoir politique qui continue jusqu'à maintenant. Cette militarisation du pouvoir politique, elle repose sur quoi? Elle repose sur, en fait, des militaires progressistes, ou qui se disent progressistes. Mais si on dit qu'ils sont progressistes, ça veut dire que tous étaient tous d'accord pour les idées sociales ou socialistes. Ce que j'appelle le marxisme tropical. Ce marxisme tropical est lié à quoi? Il est lié au fonctionnement suivant. Vous aviez effectivement des intellectuels africains, militaires ou non militaires. D'ailleurs, je pense qu'on n'échappe pas toujours au système actuellement, qui, appartenant à la diaspora, ont pensé, et c'était normal, après la conférence de Bandung de 1955, que finalement l'indépendance politique passait par une réappropriation collective. Il y avait des expériences historiques qui le montraient, la Chine, l'URSS, les pays de l'Est. Donc il était tout à fait normal. Donc quand nous jetons la pierre sur ces progressistes-là, militaires ou civils, il faudrait peut-être regarder les circonstances et, le contexte dans lequel les choses se sont faites. Alors, il y avait donc, dans cette approche du socialisme que j'appelle tropical, plusieurs courants. Il y avait des gens qui pensaient en effet qu'il fallait aller absolument vite. Alors certains ont théorisé le rapport donc des classes sociales, de la paysannerie, de la bourgeoisie, en collant sur une réalité qui n'était pas une réalité occidentale, des choses, des concepts qu'ils avaient importés comme nous collons toujours, d'où notre difficulté à construire des paradigmes, des modèles de développement qui nous soient propres. Nous collons même aujourd'hui, d'accord? Et donc, il y a eu une sorte de compétition au niveau, effectivement, du comité central. Cette compétition-là a fait naître une violence politique. Moussa Bakani était considéré, effectivement, comme quelqu'un de droite, alors qu'il était socialiste et marxiste comme eux. Au nom de quel principe était-il considéré comme, effectivement, quelqu'un de droite? Ça, c'est une question absolument importante. Deuxième aspect qu'il faut regarder. Alors là, je sors de l'aspect politique et je reviens dans l'aspect économique. Il faut reconnaître à Massamba Déba d'avoir, quand il est arrivé aux affaires, il faut aussi voir comment il est arrivé aux affaires, Massamba Déba. Il est arrivé aux affaires, bon, je ne vais pas revenir sur sa biographie, rapidement, il était instituteur au Tchad. Ensuite, il est arrivé à Mosenjo, etc. Il a été à un moment donné avec Félix Tchikaya, Jean-Félix Tchikaya du Parti progressiste congolais. Et puis, voyant très bien que ça n'allait pas, il est allé voir Youlou, au niveau de l'UDIA, donc de l'Union de démocrates de la défense des intérêts africains. Et puis très vite, parce qu'il avait du flair politique, il est devenu effectivement directeur de cabinet et à l'indépendance, il est devenu quelqu'un de très important puisqu'il est devenu président de l'Assemblée nationale. Et après, quels sont les gens qui sont allés le chercher? C'est Moussa Bakani. Qui ont dit, bon, après les trois glorieuses, effectivement, ou les 30 glorieuses, les trois fameux jours 13, 14, 15, c'est toi maintenant qui vas devenir président de la République. Sauf qu'en devenant président de la République, dans la gestion de Massamba Déba, il faut le dire, effectivement, c'est vrai que nous étions dans une population qui n'était pas très élevée, autour de 1 million à peu près, à peine. Bon, il a réussi à implanter une sorte de marxisme ou une sorte de socialisme tropical. Il a fait, effectivement, démarrer les premières industries, bien entendu. Il a lutté contre la corruption, je parle bien de Massamba Déba, mais l'homme économique était bien vu, mais pas l'homme politique. D'où, justement, les contradictions avec le président Marien Ngouabi. Ces contradictions ont amené quoi? Ont amené le fait qu'à un moment donné, les choses devenaient intenables. Il a été marginalisé, même s'il avait été appelé après 68 pour reconstituer le gouvernement, il a été marginalisé. Le Parti congolais du travail a été créé en 69. Cette création en 69, l'armée, à ce moment-là, deuxième fois, pense que c'est le moment de consolider, effectivement, sa marge de manœuvre. Alors, évidemment, l'URSS a été créé, l'UGC a été créé, etc., la GBDR a été enlevée. Mais les combats politiques n'ont pas cessé.
Ces combats politiques n'ont pas cessé. Pourquoi ils n'ont pas cessé? Ils n'ont pas cessé parce que Marien Gouabi avait promis beaucoup. Alors, il avait un langage très... C'est normal, puisque c'était un socialiste. Alors, il faut aussi bien différencier les choses. Alors que Massamba Deba était, lui, beaucoup plus tourné vers la Chine, Marien Gouabi va, lui, être tourné vers les pays de l'Est, vers Cuba, vers la Russie, la Roumanie et la Tchécoslovaquie. Et donc, il va mettre en place une sorte de diatribe, discours contre le colonialisme, discours contre l'impérialisme, mais ce sont des discours, en fait, qui n'étaient que des discours, puisque de toute façon, face à une industrie naissante, les sociétés privées avaient leurs mots à dire, premièrement. Deuxièmement, c'est le moment où ERAP Total commence l'exploitation et Agip 69 commence l'exploitation donc du pétrole sous le gisement Émeraude, bien entendu. Et que se disent les dirigeants français occidentaux? Voilà un marxiste, effectivement, qui nous pose problème. Ce marxiste qui nous pose problème, qui dit un certain nombre de choses. Bon, il y a eu des nationalisations qui ont été faites, il y a eu un certain nombre de choses qui ont été mises en place, mais tous ces éléments-là étaient... Pourquoi je vous en parle? Parce que ce sont des éléments qui se coagulaient et qui permettaient d'introduire des différences au niveau de la classe dirigeante, c'est la classe des militaires du CNR et du Parti congolais du travail. Les difficultés ont commencé. À ce moment-là, par rapport à ces difficultés qui ont commencé, il s'est aperçu de quoi? Que finalement, il y avait un homme, Apollinaire l'a dit, Massamba Deba, dont il n'avait peut-être pas mesuré l'impact tout au début, puisqu'il s'était opposé. Donc il lui a fait appel. Il a fait appel à Massamba Deba en lui disant, bon, grand frère, parce que chez nous, c'est la tradition, il faut quand même rappeler Massamba Deba né en 21 et Marien Gouabi en 1938. Donc c'était normal qu'il appelât effectivement grand frère. Voilà la situation politique. Sauf que le fait de faire appel à Massamba Deba n'était pas pour plaire à une partie de la classe politique, à la classe militaire. Quel était le problème? Le problème, c'est que pour eux, cette partie de la classe politique et militaire, c'est que le président Gouabi allait prendre le pouvoir et allait le remettre au Sud. Car c'est bien là le problème. Il ne faut pas qu'on se cache la vérité. Arrêtons de nous mentir. Il faut un travail thérapeutique. Depuis les indépendances, nous en sommes là, malgré les réconciliations, malgré les discours, malgré les embrassades. Quel est le problème qui est posé? Le problème qui est posé, c'est que, au moment de l'indépendance, on a bien vu, ça a été Fulbert Youlou, quelqu'un du Sud, Massamba Deba, deuxième président du Sud. Bien, un certain nombre de militaires du Nord s'estimaient lésés, s'estimaient mis à l'écart un certain nombre de populations. Je sais bien qu'il n'est pas correctement politique de le dire, mais si nous voulons avancer, il faut qu'un certain nombre de ces choses-là soient dites, non pas pour pleurer dessus, mais pour en faire des éléments de combat, des éléments qu'il faut combattre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Apollinaire l'a rappelé. Il y a eu donc cette volonté du président Gouabi de dire, bon, grand frère, je peux plus, etc. Sauf que les autres du pouvoir politique disent donc de son village d'abord. Le président Yombi, Assamikang, etc., les Koudiou disent, bon, on ne peut pas, c'est pas possible, on ne peut pas laisser Gouabi remettre le pouvoir au Sud. Ce n'est pas possible. Bien, à ce moment-là, alors, il a cité le président Sassou, bien entendu. Alors, sur le président Sassou, je dis la chose suivante, tranquillement. Certains disent, oui, il aurait assisté. D'autres disent, mais vous savez bien, le président Sassou ne voulait pas du sang, etc. On reste dans une incertitude. Je n'ai pas de preuves. Je ne peux fonctionner que sur des conjectures et des hypothèses de travail. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un assassinat du président Marien Gouabi. Cet assassinat est lié à quoi? Est lié simplement, d'abord, il inaugure la violence politique dans notre pays. Bon, qu'on le veuille ou non, 13, 14, 15 août, c'était de la violence politique, c'est clair aussi, même si les syndicats étaient là, qu'on le veuille ou non, la violence politique, c'est pas simplement prendre les armes. Manifester, c'est une forme de violence politique, même si on peut avoir des interprétations différentes. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le président a été assassiné, sa mort reste indéterminée. Mais elle ne reste pas indéterminée
pour tout le monde. Et pourquoi on n'arrive pas à trouver, en effet, quels sont les coupables? Mais parce qu'on reste dans une sorte de flou. Alors, mon ami Apollinaire a fait un travail d'investigation que moi, je n'ai pas fait. Donc, je ne peux pas, si vous voulez, ici, vous apporter des réponses. En revanche, je passe à la deuxième partie de mon propos, c'est de dire, en effet, de cette violence politique. Qu'est-ce qui se passe? Ben, de la violence politique, il se passe quoi? C'est que nous avons inauguré dans notre pays, effectivement, le fait que, malgré nos discours, eh ben, nous avons beaucoup de mal à nous organiser politiquement. Je vous prends mon cas. Personnellement, j'ai fait un papier le 22 novembre, vous pouvez aller vérifier dans Jeune Afrique, où je posais un problème politique et non pas un problème individuel en disant que l'opposition est introuvable. Bien. Et que cette opposition introuvable ne pourra rien faire contre Sassou. Tout le monde m'est tombé dessus, en disant « Mais Pambou, tu es Nguiri, tu as du Nguiri sassouiste, mais Pambou, tu parles machin, etc. » J'ai simplement dit dans ce papier, et d'une sorte de prémonition, ils vont tous se présenter, et le principe c'est que le président risque d'être, j'ai dit bien, risque d'être réélu. Les faits m'ont donné raison. Regardez tous, ils vont tous à la soupe. Ils vont tous se présenter. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont compris une chose. Au départ, le FROCAD, l'ICD, disait, là je suis dans les conséquences, justement d'une mentalité congolaise. Ils disaient, mais oui, on ne se présente pas. Ils se sont tous présentés. Qu'est-ce qui va se passer au deuxième tour, s'il y a un deuxième tour? Eh bien, un certain nombre de gens de l'opposition vont aller voir le président Sassou en lui disant, président, nous ne voulons pas la violence politique, nous voulons la paix. Donc, prenez-nous. Faites en sorte que nous soyons avec vous. Alors, ça peut être discutable. Ça peut être discutable. Je n'ai pas le monopole de la vérité et ce que je dis peut être refutable parce que je ne suis pas dans une approche scientifique. Alors, je sais bien, il y a des positions fermes qui vont dire « Ah oui, mais on négociera pas. » D'accord, très bien, beaucoup de respect. Sauf que moi, l'observateur politique que je suis, je regarde l'espace politique devant moi. Comment il se modifie, comment il se transforme. Alors, quelle conclusion? Premièrement, est-ce qu'on peut lutter contre la violence politique au Congo? Oui, Monsieur le Président, bien sûr qu'on peut lutter contre la violence politique au Congo. Bien sûr que les Congolais peuvent se retrouver ensemble. Regardez 93. Regardez 93, la violence politique. Ce qu'on a fait aux femmes, à qui on ouvrait le ventre. Parlons de ces choses-là directement. Ne nous camouflons pas. C'est des Congos entre eux. Donc ça, c'est un point. Cette violence politique nécessite, j'en parlais avec Judy, une sorte de thérapie mentale. Il faut arrêter de nous mentir. Arrêtons de nous mentir. Ça ne sert à rien. Je ne dis pas que la thérapie mentale sert simplement à regarder derrière et à pleurer. Non. La thérapie mentale doit nous permettre de faire la synthèse et d'avancer. Ça, c'est un élément important. C'est pas parce que je veux vous dire, bon, regardez, on a tous dit des choses à nos parents, c'est pas pour autant qu'ils nous aiment pas. D'accord? Donc, avançons. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il y a un débat sur la Constitution, il y a eu un débat sur la Constitution. Mais, quand le président Sassou, en 91, dit « j'assume » à la conférence nationale, qu'est-ce qu'il fait, finalement? Ils rompt le débat. Et pourquoi ils rompent le débat? Ils rompent le débat parce que, il a dit, Apollinaire, une conférence nationale qui devait durer quelques semaines, elle a duré de février à juin. Mais pourquoi? Elle a duré de février à juin parce que tout le monde voulait un périème. Oui, arrêtez, s'il vous plaît. Je suis assez... Tout le monde voulait... Je dis les choses directement. Je sais bien. Alors, qu'est-ce qu'on en a tiré de cette conférence? Est-ce que la conférence a empêché 93 et 97? Non. Est-ce que la conférence a empêché que nous entretuions sur les crimes civils? Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la tête, effectivement, la violence politique reste toujours là, un élément important. Et cette violence politique, alors bien sûr, on est intellectuel. Je sais bien, je suis là politiquement incorrect, mais j'assume. J'assume politiquement incorrect. Alors la violence politique, elle reste là, elle est au tréfonds de nous. La question, c'est comment la faire sortir, comment l'exorciser. J'espère simplement, parce que ce que dit mon ami Apollinaire, devoir de mémoire, oui, bien sûr un devoir de mémoire. On sait, certains savent, d'autres ne savent pas, qui a tué Martin Ngouabi. On est bien d'accord là-dessus. Mais on ne va pas continuer, c'est important de le faire. Mais prenons appui sur ces éléments-là.
de dissension, de violence politique entre nous pour construire un nouveau Congo. Mais construire un nouveau Congo, il ne suffit pas simplement de se pardonner, de se laver les mains, comme nous savons le faire à chaque conflit, et puis on repart le lendemain au conflit. Soyons effectivement nous-mêmes, réfléchissons, et je m'arrête là, réfléchissons sur un paradigme politique qui fasse la synthèse entre notre modernité et le monde qui est devant nous. L'impression que j'ai, c'est que nous subissons le monde et puis nous passons notre temps à pleurer. Voilà. J'espère ne pas avoir été brutal et incorrect. J'ai un organe qui porte. Je suis désolé. Je vous remercie. Je vais être bref. Je vais évoquer quelques points qui me semblent être des points de méthode importants pour bien discuter avec les amis qui ont fait les deux exposés sur le Congo. L'exposé sur ce que j'appelle la justice transitionnelle est un exposé sur lequel on pourra poursuivre la réflexion parce qu'on doit lier ça à des débats que nous avons eus ici, nous, dans le cadre associatif, à propos du projet de commission Vérité, Justice et Réconciliation qui est nécessaire au Congo. Alors, je vais plutôt aborder quelques points de méthode par rapport aux deux textes qu'il y a eu, l'un sur la mort de Marien Ngouabi et l'autre sur les incertitudes qui ont caractérisé cette période, en gros la période allant de 63 à 77-78. Il me semble que de manière générale, aussi bien les spécialistes, qu'ils soient journalistes, politologues ou sociologues, nous commettons en général des erreurs méthodologiques par illusion d'optique. Je résume ça par la notion d'illusion d'optique, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses qu'on voit et d'autres qu'on évite de voir, ou bien certaines choses qu'on ne peut pas voir. Alors, par exemple, très concrètement, nous ne devons pas dire, je dis bien nous ne devons pas parce que c'est les faits, nous ne pouvons pas dire que la violence politique au Congo a commencé avec l'assassinat de Marien Ngouabi. Non, il y a eu, on l'a esquissé tout à l'heure, effectivement, où 103, c'est une révolution, c'est des formes symboliques de manifestations qui ont peut-être, effectivement, qui ont eu, en l'occurrence, il y a eu des conséquences, il y a eu des morts. Mais il y a un événement fondateur qu'il ne faut pas oublier, et c'est là qu'il faut rendre hommage au film à Tal qui a fait ce film qu'il intitule Les Révolutionnaires. C'est ce qui s'est passé en 59-60, ce que le pouvoir de l'abbé Fulbert Yulu avait appelé le complot communiste. C'est des arrestations massives de syndicalistes qui tous, pour la plupart, étaient du sud du pays, le président Yulu lui-même étant du sud du pays, mais il y a eu des arrestations massives de syndicalistes à Brazzaville, à Dolisie, à Pointe-Noire, et tout cela n'avait jamais été jugé. C'est Joseph Poibou, le magistrat, qui était procureur de la République, qui avait déclaré qu'il y avait non-lieu. En définitive, ils sont restés 6 mois en prison, ceux-là. Et c'est un fait extrêmement important sur lequel il faut revenir pour bien comprendre par la suite comment, en effet, les questions ethniques sont apparues alors qu'à cette époque-là, il n'en était pas question, c'était des choix politiques qui se faisaient en fonction des convictions. Certes, on était dans le monde de la guerre froide, mais on reste dans le monde de la guerre froide, y compris jusqu'à la mort de Marien Ngouabi et jusqu'en 1989. Donc ce n'est pas en soi le contexte de la guerre froide qui pouvait expliquer qu'il y ait une gauche au Congo avec des syndicalistes de la CGT qui se battent contre le pouvoir du président Yulu qu'il traitait de pouvoir de droite, mais c'est des convictions politiques. Et ces convictions politiques, comment le jeu ethnique va venir à l'intérieur, et c'est là où je crois que l'illusion d'optique nous amène malheureusement là aussi à ignorer le fait que certains de nos compatriotes congolais du Nord ont cru que le pouvoir, ils ne pouvaient l'arracher qu'en prenant un outil qu'on appelle l'armée. Et c'était stratégiquement pensé. Je crois qu'il y a un travail important que Jean-Claire Matondo a fait, qui n'est pas dans son livre. C'est sa thèse de sociologie politique. J'étais à sa soutenance, et c'est un travail très important où il montre effectivement comment a été planifié, je parle bien de planifié, c'est-à-dire comment a été pensé stratégiquement la conquête du pouvoir par certains compatriotes du Nord, mais dans une logique régionaliste, hein, c'est-à-dire prendre le pouvoir pour qu'il le conserve, comme on dit aujourd'hui, et ça on doit se le dire, il y en a qui pensent que le pouvoir doit rester au Nord, il ne doit pas descendre au Sud. Comme si les gens du Sud le pensaient, on le combattrait de la même manière. Parce que ce qui nous importe, c'est la République, c'est la citoyenneté. Mais on ne doit pas, donc l'illusion d'optique parfois nous amène à oublier que derrière Ngouabi, il y avait toute cette stratégie. Et cette stratégie, elle avait un acteur que l'illusion d'optique nous interdit de voir parce que nous nous arrêtons en Ngouabi. Il faut voir derrière l'arbre que était Ngouabi, il y avait une forêt. Et dans cette forêt, il y avait un acteur principal qui s'appelait Nomazalaï.
Bon, on a, quand nous étions étudiants ici, je ne sais pas si Lucien était ici, à l'époque, dans les années 76, moi je suis arrivé en France en 76, nous avons été étudiants à l'AEC, à la FEANF, nous appelions cela le Haut Conseil régionaliste du Nord. Et cela a existé au sens où, effectivement, c'était un réseau qui avait planifié une façon de voir et de diriger le Congo demain. On ne doit pas écarter cela. L'illusion d'optique peut nous conduire là aussi à ignorer, par exemple, que lorsque, après la conférence nationale, on retombe dans les violences politiques, 93-97, mais il ne faut pas dire que la conférence n'a rien été. Non, là, Lucien, je crois que tu tapes un peu à côté de la plaque, tu minimises, je me permets de te tutoyer, hein, c'est connu, on a été sur le plateau, etc. Tu minimises le rôle et l'importance qui serait de la conférence nationale. Parce qu'on retrouve les bases de la République avec la conférence nationale. La question de la citoyenneté peut être reposée à partir de la conférence nationale. Il y a une rupture qui intervient. Certes, elle ne porte pas tous les fruits qu'on en attend. Mais on ne peut pas dire que non, on est retombé dans la violence parce que on n'est pas mûr, parce que bon, il y a eu du socialisme tropical, même cette façon de tropicaliser les choses comme ça. Bon, enfin, bref, on peut en rigoler, mais disons que c'est un jeu de mots, bien sûr. Mais je crois qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il y a un acteur politique, là je singularise la chose, mais il y a toute une branche du champ politique, des acteurs qui avaient considéré qu'ils étaient tombés à la conférence nationale et qu'il leur fallait revenir au pouvoir. C'est les mêmes qui, ayant eu l'armée comme outil, se sont restructurés sur la base de ce qu'ils avaient comme moyen de conquête du pouvoir. Un rapport de force. C'est vrai de dire que bon, le pouvoir est au bout du fusil, ils l'ont peut-être pensé comme slogan, mais on l'a, ça c'était un slogan qui était, ça venait de Castro, ça venait de toutes les révolutions de l'époque, des années 70. Moi j'ai été pendant 6 mois dans l'armée congolaise. Mais parce que j'étais avec 30 autres collègues, y compris certains qui sont des généraux comme Dongo, etc., parce qu'on avait fait une grève à l'université en janvier 1974. Gouabi a décidé de nous punir en nous mettant dans l'armée, au béret rouge en plus. Donc les Isambo, plein d'autres officiers, tout ça, je les ai connus là-bas. Et Gouabi avait cette particularité de pouvoir discuter parce qu'il se voulait révolutionnaire. Lui-même, il était étudiant à ce moment-là d'ailleurs. Il était sur le point de finir, mais il était aussi étudiant. Et on a discuté avec Gouabi, on s'est connus. 74, Gouabi est mort en 77, 3 ans après. Nous étions déjà en France pour certains, moi y compris, et c'est de France que j'ai appris effectivement que Gouabi était mort, alors que bon, il avait la gentillesse de m'appeler Petit frère Ndoba, etc. Je ne sais pas pourquoi on ne discute pas, etc., etc. Il aimait bien discuter. Mais cela ne doit pas nous amener à penser aussi que Gouabi était dans sa mansuétude, quelqu'un qui avait toujours été du bon côté, et que Massamba Deba avait un projet qui était rejeté par Gouabi parce que politiquement, ce n'était pas un projet correct. Non, je ne pense pas. Je crois que Gouabi avait une conscience politique, effectivement, en tant que militaire qui a été au maquis, dans les maquis camerounais, notre ami camerounais n'est pas là. Malheureusement, il avait regretté, lui, Gouabi, d'avoir été utilisé par l'armée française pour aller combattre l'UPC, mais il était militaire de l'armée française. Alors, quand il revient, il considère effectivement que lui aussi, il doit apporter quelque chose à la révolution. Mais il y a Noumazala qui se pose en leader pour ce qui est de la partie nord du pays. La réalité, elle est celle-là. Opango avait travaillé dans une alliance avec un acteur du Sud qui est Simon-Pierre Kikungango. Et Simon-Pierre Kikungango venait du PPC, y compris parce que le PPC avait également des militants au nord. Et ce n'était pas seulement cette alliance du GPS et du PPC et du MSA qui était, en gros, c'était la gauche, bien évidemment. Il y avait la droite avec le Fulbert Youlou, mais qui avait aussi au sein du DDA des ressortissants du Nord. Samba, le père Félix Maleka, etc., étaient des gens du Nord, mais qui étaient dans l'UDDA. C'était des logiques dont il faut reconnaître l'importance en termes de densité politique. Mais il faut malheureusement constater que l'élément ethnique s'introduit à partir d'une période que l'on peut dater. Et il nous faudra explorer cette période-là pour voir comment cet élément, à partir des années 70, ce n'est pas banal de dire que les communiqués Yaka Noki Noki, etc., c'était pas faux. De même que du côté du Sud, bon, Beto na Beto et tout ça, ça avait joué aussi des rôles dans cette ethnicisation par rapport à la question du pouvoir. Lorsque Pascal Lissouba, qui a été Premier ministre, sort de cette fonction de Premier ministre
ait fait ce petit ouvrage pour livrer à la réflexion en disant qu'il y a un comportement par rapport au pouvoir qui s'identifie à un comportement de classe. C'est-à-dire ceux qui arrivent au pouvoir considèrent qu'ils ont le pouvoir pour eux, comme si une classe sociale accédant au pouvoir considérait qu'elle accède au pouvoir pour elle, pour se maintenir au pouvoir. Et donc, cette analogie qu'il a eu à faire, et dont malheureusement quelques critiques malvenues, mal éclairées, tout à fait malveillantes, ont réduit à l'idée de tribu de classe qui n'était pas l'idée de Lissouba. Bien au contraire, il a prolongé cela en pensant qu'on peut assurer le développement régional en créant la décentralisation. C'est d'ailleurs la thèse qui est passée à la conférence nationale, la thèse sur laquelle, curieusement d'ailleurs, Sassou va faire tous ces développements avec la fameuse constitution qu'il promet, avec la décentralisation des pouvoirs locaux, il promet des tas de choses aux gens en s'appuyant sur ces idées-là qui avaient été des idées émises à la fois par Lissouba bien sûr, mais aussi au niveau africain, et c'est l'intérêt du parallèle, de l'approche transversale que vous essayez de faire, prendre un pays comme le Congo, essayer de faire des analogies avec d'autres pays, ça c'est des approches extrêmement intéressantes. Je pense que, donc au niveau de la méthodologie, à la fois il nous faut un regard plus aigu, plus large, donc évitons les illusions d'optique, mais reconnaissons qu'il y a des faits de l'histoire qui sont forts et qu'il y avait des choix stratégiques, notamment le choix, la question nord-sud relève aussi des choix qui avaient été faits, des choix stratégiques. Donc il faut en tenir compte. Personne ne peut aujourd'hui dire effectivement que le débat que Sassou a imposé au Congo sur un changement de constitution est un débat qui tombe du ciel. Non, Sassou, c'est pour perdurer au pouvoir. Et c'est clair que l'idée de monarchisation, de dynastisation, est une idée qui est conscientisée à son niveau. Et donc s'il y a aujourd'hui une bataille pour la République, c'est mener cette bataille contre, effectivement, mener ce combat contre la monarchisation. Et donc, les choix politiques de Sassou qui sont très mauvais pour la République et qui auront des conséquences sur la sécurité des citoyens. Autrement dit, on pourrait revenir encore ici pour un devoir de mémoire pour des crimes qui sont tout à fait prévisibles compte tenu du comportement de M. Sassou. Bon, je m'en tiens à cela pour le moment.